Merci beaucoup d'être présent pour ce dernier panel qui est non un des moindres, donc vraiment What Next, avec 3 représentants vraiment de ce qui arrive. Au niveau technologique, donc on va avoir tout d'abord une démonstration, un keynote en 3D de Dassault Systèmes. Nous aurons après Social Local Mobile avec Phone Valley. Et enfin, pour revenir au concret, à l'économie, à la France, aux emplois, au numérique, Gilles Babinet, avec lequel on pourra échanger un petit peu sur ses enjeux et sur son travail depuis un certain nombre de mois en tant que président maintenant du CNN. Voilà. Alors, est-ce que la technique est presque prête? Les lunettes ont... Voilà. Alors, peut-être que tu peux introduire Dassault Systèmes pendant ce temps-là. Voilà, on a dû vous distribuer des lunettes pour pouvoir visionner en 3D, donc... Voilà, donc il faudrait envoyer le Mac qui a les slides. Là, c'est pour la démo live. Voilà, on fait tout en temps réel, donc il y a quelques... C'est du temps réel. Petit délai, mais ça va marcher. Voilà. Est-ce que c'est bon? On y est presque. Donc, Frédéric Vacher de Dassault Systèmes. On attend la technique. Ça va arriver, ça va arriver. Il nous manque les slides de Frédéric Vacher de Dassault Systèmes. Il faut peut-être que j'appuie sur un bouton. Alors, vous avez appuyé sur le bouton vert de la télécommande? Ouais, plusieurs fois, mais non, là c'est ce PC. Alors apparemment le PC... Non, on va y arriver. Alors, en attendant la technique, je vais peut-être... Est-ce que ça pose un problème ou pas, Vincent, qu'on enchaîne avec Phone Valley et qu'on revienne à Dassault Systèmes après? Non, mais ça va arriver. En attendant la technique, je vais vous présenter un petit peu qui on est et pourquoi on est là. Avant de vous présenter le futur, c'est intéressant d'expliquer d'où on vient. Dassault Systèmes, déjà, on ne fabrique pas des avions, on ne fait pas de politique, on est éditeur de logiciels. Je fais la précision parce que souvent on a la confusion. Et en fait, notre 30e année, on est une société assez atypique parce que dans le monde de la technologie, passé 30 ans, ça nécessite un certain nombre de remises en cause régulières. Les technologies évoluent. On a démarré sur mainframe, on a supporté Unix, Windows, et maintenant on est sur iPhone, sur iPad et sur des projets cloud. Donc perpétuellement, c'est une société en pleine évolution. On virtualise les produits. Et aujourd'hui, on est numéro 1 mondial du secteur. La plupart des produits que vous utilisez ont été virtualisés en 3D avec nos solutions. Les avions, les voitures, donc ça, l'ensemble du marché mondial utilise nos solutions, mais aussi vos téléphones portables, vos électroménagers, vos télés, etc. Et on en est à... Donc ça, ce sont les slides voilà. Donc comme vous le voyez sur cette planche, très bien. Donc on en est en fait, après avoir fait le pari de la société sur la conception 3D, à l'époque, dans les années 80, les gens travaillaient sur des planches à dessin ou en 2D. Ensuite, on est allé sur la maquette numérique, donc le produit complètement virtualisé. On est allé dans les années 2000 sur l'usine numérique, donc le produit et ses procédés de fabrication. Et aujourd'hui, la plupart des industriels travaillent virtuellement sur leurs nouveaux produits jusqu'à la fabrication de ces produits et le pilotage des usines. Et on en est à une phase où, la phase 4, où maintenant on va être capable de faire l'expérience du produit dans la vie. Et vous voyez l'évolution des hardware en dessous. L'évolution du produit dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on est dans un environnement IT où les débits permettent l'accès des tablettes tactiles et de fait des objets qui paraissaient compliqués, utilisables uniquement par des ingénieurs, vont pouvoir être utilisés par un plus grand nombre, par le grand public. Je vais vous en donner quelques exemples dans la vidéo qui va suivre et je vous les commenterai par la suite.
Donc plutôt de long discours, je voulais vous montrer quelques illustrations de ce qui peut être fait en expérience 3D temps réel. Et vous avez vu très rapidement dans cette vidéo un certain nombre d'illustrations, que ce soit des jeux 3D temps réel dans Facebook que vous avez vu au début, que ce soit des boîtes de céréales augmentées, ce qu'on appelle la réalité augmentée pour engager avec l'utilisateur, que ce soit des designers comme Tom Dixon que vous avez vu pour virtualiser sa collection et son showroom complet, que ce soit Michel Desjoyaux qui a virtualisé son produit pour amener en ligne auprès du grand public une visite virtuelle de son bateau, puis un jeu massif multi-user. Ce sont des usages complètement nouveaux qui vont révolutionner vos métiers. Et vous voyez en fait que de fait, la marque, le produit est en contact avec son audience de manière beaucoup plus forte. Il y a un engagement beaucoup plus fort. Et ça, maintenant, typiquement, grâce aux tablettes, grâce aux iPhones, n'importe qui va pouvoir accéder à des contenus, à des expériences 3D temps réel, que ce soit en fait un enfant de 2-3 ans. On a fait en fait tout un tas de tests, évidemment, que ce soit des personnes âgées de 70-80 ans vont pouvoir interagir avec un produit. Alors les usages sont à développer. Nous, on en a en fait expérimenté un certain nombre. Je pense que ce sera vous, les agences créatives, les marques qui vont explorer les potentiels. Ça peut être de l'advergaming, ça peut être de la communication, du marketing, de la vente, mais ça peut être de la documentation technique, un manuel utilisateur, expliquer quand on doit monter une armoire qui est compliquée à monter sur un iPad en 3D et simuler le montage. Ça peut être des scénarios intéressants pour éviter de perdre son temps à remonter, démonter parce qu'on a mal compris les opérations. Les usages sont nombreux pour tout un tas de secteurs, que ce soit l'immobilier, que ce soit le monde des musées, le shopping. Évidemment, on a de gros projets avec Carrefour dans ce domaine-là. Donc la virtualisation des espaces et des objets va apporter énormément au métier du marketing et va être une brique supplémentaire au marketing 360. Donc en fait, on a récemment lancé une expérience. Je vais vous en montrer le teaser et après on va la faire live avec les lunettes 3D. Là vous êtes dans un espace 3D, donc c'est une vidéo mais c'est le trailer de l'expérience et on va vous la montrer live. Votre collègue fait un malaise et vous avez 4 minutes pour le sauver. Inspiré de technologies de jeu mais dans un environnement conforme à la réalité. On est dans un bureau. On va utiliser un vrai téléphone, on va utiliser un vrai produit qui est un défibrillateur. Et vous commencez à voir où je veux en venir sur l'importance du produit dans le scénario. Donc je vous invite à prendre les lunettes qu'on vous a distribuées et on va le faire live. Donc tout est en accès en ligne. Donc ce qui est génial, c'est que le web aujourd'hui est 2D. Grâce à ces technologies, on va pouvoir lui donner une 3e dimension. Vous allez pouvoir accéder en ligne, et on le fait en temps réel sur une connexion Wi-Fi, à cette expérience 3D. On a travaillé avec des docteurs, des spécialistes, incluant le SAMU de France. Et donc le président du SAMU de France, le professeur Carly, a travaillé avec nous pour valider le scénario. Donc on est dans un vrai scénario médical validé. On n'est pas dans un jeu. Et donc on a chargé l'expérience devant vous et là on se retrouve en 3D temps réel et Victorien est donc le collaborateur, il a son collègue en face de lui qui va avoir un malaise. On va vous expliquer les différentes grandes phases de l'arrêt cardiaque. Donc il faut d'abord qualifier le problème, appeler les secours, masser, défibriller et vous avez en bas à gauche le retour temps réel de votre action face au temps. Vous avez le temps qui défile en gris, la couronne grise et au milieu vous avez un voyant vert, orange, rouge. Si vous êtes orange, c'est que vous n'êtes pas très bon. Si vous êtes rouge, soit vous faites les mauvais gestes, soit vous perdez du temps. Quand vous êtes vert, c'est bon. Donc là, on vous dit que ça va être grave, il faut appeler les secours. Donc appeler les secours, c'est pas envoyer un mail, par exemple. C'est pas approprié. C'est pas non plus donner de l'eau, parce que c'est pas du tout à faire dans cette situation. Non, c'est appeler le SAMU. Donc appeler quel numéro du SAMU on va appeler. Donc il faut appeler le 15. Donc vous voyez que on va vous emmener dans une histoire et en vous amenant dans votre histoire, et vous allez faire les gestes. Samy, bonjour, où êtes-vous? Et en faisant les gestes, vous allez apprendre. Je suis au 10 rue du Général de Gaulle.
Donc nous sommes allés au SAMU pour étudier et enregistrer exactement les bonnes questions. Donc vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de politesse, on va directement au fait. L'objectif, c'est pas de broder. On est dans une situation d'urgence. Non, elle ne bouge pas. Pour information, 40 000 arrêts cardiaques en France, c'est 10 fois plus que les accidents de voiture. Dans 80% des cas, ça arrive à la maison ou dans la rue. C'est-à-dire que c'est le témoin, le premier témoin, qui est le maillon important de la chaîne. Il n'y a pas de docteur à proximité. En France, on a un taux de survie de 3 à 4%. Donc on est dans un vrai enjeu de santé publique. Et à travers cette expérience, le pari, c'est d'éduquer la population. Mais comme vous le constatez, puisqu'on est au Hub Forum, et je vous montre cette expérience volontairement, ce soir, vous saurez quoi faire déjà, donc c'est sympa. Vous pourrez y retourner, former vos enfants, votre famille. Mais l'objectif, c'est de vous montrer que ces mondes 3D expérientiels vont vous permettre de communiquer avec vos produits. Dans ce scénario expérientiel, on va bientôt le voir après avoir appris le massage, vous allez avoir le défibrillateur d'une société qui s'appelle Philips Healthcare. Et donc leur objectif, c'est de pouvoir placer le défibrillateur, mais dans son contexte, dans ses usages, tout en apprenant aux gens comment s'en servir. Donc là, on a, alors pour information aussi, si vous pouvez remettre le son, le rythme cardiaque bat à 100 bits par minute, ce qui est par coïncidence la même fréquence que Staying Alive des Bee Gees, d'où le nom de l'expérience Staying Alive. Et donc là, comme dans Guitar Hero, il faut que vous massiez dans le bon rythme pendant que le cœur est dans la zone verte. Et ce qui va vous permettre de vous entraîner à masser, et vous verrez qu'il faut masser très vite en fait, ça demande beaucoup d'énergie, et il ne faut pas se relâcher, parce que dans cette situation-là, à partir du moment où vous avez envoyé quelqu'un, vous cherchez un défibrillateur, il faut masser, masser, masser pour tenir la personne. Le défibrillateur arrive, donc maintenant on va vous expliquer comment on va l'utiliser. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, vous comprenez tout de suite, pour une logique de marque, il y a un engagement très fort avec le produit. C'est le vrai produit, on n'est pas dans un jeu. C'est le défibrillateur HS1 de chez Philips. Et on va vous expliquer son fonctionnement exact. Et il va parler comme il parle, puisqu'un défibrillateur, en fait, ça parle. Donc c'est simple à utiliser, il ne faut pas avoir peur. On va vous expliquer comment placer les électrodes, etc. Les électrodes adhésives blanches. Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Donc évidemment, si vous les placez mal, vous aurez un mauvais retour, vous aurez moins de points de vie. Le dessin sur la deuxième. Donc on place les électrodes, le défibrillateur va faire son analyse cardiaque, il va donner son diagnostic. Donc là, on voit que le cœur est en fibrillation ventriculaire. Je le dis, vous n'êtes sûrement pas spécialiste, moi non plus, mais ayant travaillé avec les spécialistes du métier, ils m'ont appris. Écartez-vous du patient. Et donc, il faut lancer le choc. Et pour dédramatiser ce geste, le faire et le refaire dans un monde virtuel, c'est bien. Parce qu'on a toujours tendance à... On va envoyer un choc électrique à quelqu'un, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? Là, on va le faire, on va voir le corps réagir. Effectivement, le choc va être envoyé, le corps réagit. Et donc, dans ce scénario, puisqu'on est dans le premier scénario, le cœur repart et le patient se réveille. Le SAMU va arriver et vous allez pouvoir partager votre temps sur Facebook avec vos amis pour entraîner votre communauté d'amis à faire l'expérience. Donc on va pas aller plus loin, il y a d'autres environnements qui existent au sport. Mais ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est vraiment de comprendre les potentiels usages de ces technologies. Elles sont accessibles à tous, elles sont disponibles en ligne. Il ne faut pas en fait de matériel sophistiqué, ça va bientôt être disponible sur tablette, sur iPad. Et ça peut considérablement changer la façon avec laquelle on va interagir avec son public, avec son audience, avec son client autour de ces produits. Et en plus de ça, faire la formation. Vous le comprenez bien que là, on est sur une problématique aussi grand public. Dans 80% des cas, c'est un témoin qui est devant la scène. Et donc, on va être capable de démultiplier l'accès à ces formations au sein du grand public. Voilà, je vous remercie. Alors, les micros sont-ils branchés? Oui. Olivier Le Garlantezec, je suis directeur général de Faune Vallée. Je vais peut-être prendre le petit porte-clés. Si on peut mettre les slides Faune Vallée. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui en fait de partager avec vous une grande tendance du moment sur le mobile qui est le Solomo.
Je vais rentrer tout de suite dans le détail. Rapidement, pour se présenter, si ça veut bien marcher. Voilà, Phone Valley, on est une agence de marketing mobile. On existe depuis 10 ans maintenant. On fait partie du groupe Publicis. Et pour la petite histoire, on a été élu agence de l'année en France et aux États-Unis pour la 2e année consécutive. Solomo, c'est l'abréviation, comme vous en doutez, de social, local et mobile. Social, c'est effectivement, avec le spectre du mobile, c'est comment exploiter cet asset des social media, qui est de rester en contact avec ses amis sans cesse et de partager finalement son activité au quotidien. Local, c'est ce qu'apporte le mobile dans ma vie au quotidien, cette capacité de pouvoir proposer des services utiles à un moment donné, à l'endroit où je me trouve physiquement. Et mobile, c'est effectivement la capacité qu'apporte aujourd'hui le mobile à donner la possibilité d'avoir accès à une information tout de suite, dans l'instant et dans l'immédiateté. Alors je vais illustrer les différentes parties pour que vous compreniez bien ce qu'apporte en fait cette tendance comme opportunité pour les marques aujourd'hui. Le premier, vous devez connaître déjà ces chiffres aujourd'hui. Il y a globalement 2 fois plus de mobiles que d'ordinateurs. Et c'est le cas dans la plupart des pays. En termes de taux de pénétration de l'Internet mobile, donc c'est-à-dire les gens qui ont déjà l'habitude de surfer sur Internet depuis un mobile, il y a globalement plus d'un tiers des possesseurs de mobiles en Europe qui ont déjà cette habitude-là. Et là, je vous parle de toute la population, de 7 à 77 ans. Quand on regarde les habitudes des personnes qui ont un smartphone, certainement comme nous dans cette salle, c'est plus de 70% d'entre nous qui avons déjà l'habitude de surfer tous les jours sur Internet depuis son mobile. Les projections sont phénoménales, effectivement, quand on regarde les différentes études. En 2013, il y aura globalement sur la planète plus de personnes qui surferont sur Internet depuis un mobile que depuis un ordinateur. Ce qu'il y a d'extraordinaire, on a vu tout à l'heure avec Dominique, l'évolution notamment des ventes de l'iPhone, tout ça va très 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 vite. Et cette projection, c'est pas dans 15 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est dans 18 mois. Tout ça va vraiment vite. Et du coup, en quoi ça représente une opportunité pour les marques aujourd'hui ? C'est que naturellement, on a tous nos habitudes sur Internet. On va utiliser Google, entre autres, pour aller rechercher de l'information. Et on commence à faire tous ça sur son mobile. La croissance des requêtes sur Google version mobile est colossale. Vous voyez le graphe à droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous les nouveaux devices comme Android et iPhone, on voit qu'il y a des nouvelles manières de faire des recherches aujourd'hui. On tape des mots-clés comme sur son ordinateur, mais on va pouvoir dicter avec la voix une requête. Et on va pouvoir prendre en photo des objets pour aller rechercher de l'information. Les requêtes avec la voix, sur le système Android, c'est déjà 25% des requêtes aux États-Unis. Il y a un Américain sur 4 qui aujourd'hui, avec son mobile, fait des requêtes en dictant son mot-clé. Ce qui est intéressant au quotidien, quand je rencontre mes clients aujourd'hui, c'est que la plupart des clients n'imaginent pas le volume déjà conséquent des requêtes de sa marque et de son environnement sur le mobile. Quand on regarde dans le secteur des voitures, par exemple, c'est colossal. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, une marque comme Renault, enfin le mot-clé automobile, pour ne regarder que la France, est tapé plus d'1 million de fois par mois sur Google. Le mot-clé Renault spécifiquement est tapé 250 000 fois par mois. C'est colossal et c'est inimaginable pour une marque comme Renault aujourd'hui de passer à côté de 250 000, 1 million d'occasions de contact tous les mois. Et ça, c'est grandissant. Et ce qu'il y a de curieux derrière ça, c'est qu'il y a en moyenne à peine 15% des marques qui ont une version de site web accessible sur le mobile. Uniquement 15%. En Europe, c'est 30% aux États-Unis, 2 fois plus, mais c'est encore très très peu. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui font des recherches et la plupart des marques ne sont pas accessibles sur le mobile et les marques ne se rendent pas compte aujourd'hui du fait de passer à côté de toutes ces requêtes. Là, on parlait de sites mobiles. Les applications, vous connaissez le phénomène. Il est colossal. On va parler cette année de plus de 18 milliards d'applications téléchargées
ramené par mois, c'est plus d'1,5 milliard d'applications téléchargées. Et les chiffres sont vraiment parlants. Un possesseur d'iPhone passe en moyenne aujourd'hui 1h20 par jour à faire mumuse avec ses applications. C'est colossal. Donc la grande moitié de ce temps, c'est certainement sur Facebook, mais cet usage est colossal. Local. Local, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension, le fait de pouvoir, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, le fait de pouvoir finalement utiliser les réseaux sociaux et de pouvoir poster une information, une image, physiquement, à l'endroit où je me trouve. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais l'utilisation du mobile, c'est de plus en plus une utilisation au quotidien quand je fais mes courses. Alors au-delà du fait qu'on peut acheter aujourd'hui sur son mobile, c'est déjà 17% des utilisateurs de smartphones qui ont déjà acheté des produits ou des services sur le mobile. Ce qui est intéressant à observer, c'est l'utilisation qu'on fait tous de son mobile au quotidien et notamment en point de vente. Quand on interroge les utilisateurs de smartphones, on est déjà 20% d'entre nous à avoir acheté un produit en boutique après avoir recherché une information sur son mobile. Et le mobile est aussi utilisé en point de vente pour comparer les prix. Donc c'est à la fois une opportunité extraordinaire pour les marques et également un risque phénoménal. Vous imaginez bien que je suis à la Fnac et je souhaite acheter une télé et en un clic, je peux m'apercevoir que c'est 20% moins cher ailleurs et retourner à la maison. Donc c'est une formidable opportunité et un risque à mesurer. Et puis c'est également le mobile, un lien avec le web. Il y a un certain nombre de typologies de produits que je ne vais pas forcément acheter tout de suite. Je ne vais pas forcément acheter un voyage dans l'instant quand je suis dans le train avec mon mobile. En revanche, je vais aller m'informer et je vais peut-être l'acheter le soir chez moi sur mon ordinateur ou ma tablette quand je suis confortablement installé. Et ça, les pourcentages, vous le voyez, c'est des usages qui sont ancrés aujourd'hui. On parlait de... Je vais revenir là-dessus, si le slide veut bien marcher. Voilà. Quand on fait le lien avec les boutiques, les points de vente dans le monde réel, il y a un certain nombre de cases qui sont assez extraordinaires. Là, c'est un des cases les plus parlants, qui est Starbucks aux États-Unis. Vous avez une application aujourd'hui qui connaît un succès phénoménal, qui permet en fait d'avoir accès à un store locator. Vous allez pouvoir rechercher les 8500 restaurants Starbucks à travers les États-Unis. Vous allez pouvoir, bien évidemment, avoir accès à l'ensemble de la gamme des produits commercialisés par Starbucks. Mais là où ça devient drôle, c'est que je vais pouvoir acheter précommander, plutôt que de faire la queue pour commander mon repas ou mon café, je vais précommander en prépayé, l'acheter sur mon mobile et le récupérer sans faire la queue en arrivant. Je vais pouvoir également avoir tout mon programme de fidélité intégré à cette application. C'est aujourd'hui déjà ancré dans les usages. Quand vous regardez les chiffres, il y a plus de 3 millions de personnes qui ont déjà acheté du café, des produits, grâce à cette application. C'est colossal. Elle a été lancée il y a 1 an à peu près. On parlait des recherches aussi tout à l'heure. Pourquoi un tel succès? C'est que les recherches, elles sont aussi locales. Quelques chiffres, 20% des recherches sur Google Mobile sont des recherches locales. Je vais chercher l'adresse d'une boutique dans ma rue, dans ma ville. Et puis, ce qui est colossal aussi, c'est l'utilisation de Google Maps, par exemple. Aujourd'hui, on a 50% des pages visitées de Google Maps, qui sont faites sur le mobile. Je pense qu'il n'y a pas un annonceur sur 10 aujourd'hui qui a conscience de ça. Parce que quand on regarde l'ensemble des boutiques et des marques, elles ne sont pas encore correctement référencées sur la version mobile de Google. Et un grand nombre d'annonceurs passent à côté de ces opportunités. Pour accélérer effectivement ce qu'on peut imaginer demain, la vision, elle commence, vous l'avez compris, on a tous les ingrédients technologiques, il faut trouver la bonne recette. Comment on va pouvoir interagir avec le mobile, avec les points de vente? Le premier, c'est on va pouvoir avoir la capacité de scanner un code barre sur un produit pour rechercher de l'information complémentaire. Je vais pouvoir envoyer à mes clients un certain nombre de M-coupons à valeur en boutique. On scannera l'écran de mon mobile. Je vais pouvoir, vous connaissez Foursquare, checker en boutique pour avoir une réduction complémentaire. Et puis, c'est la grande tendance, c'est la dématérialisation des programmes de fidélisation. Vincent. Ouais, c'est bon. Je fais vite. Social.
Là aussi, on a vu les chiffres de Twitter tout à l'heure. Tous les grands acteurs du social media ont entre 30 et 50% de leur audience qui est réalisée sur le mobile aujourd'hui. C'est colossal. Et donc, du coup, c'est un vrai asset, un vrai avantage pour les marques d'exploiter en fait tous ces réseaux sociaux pour leurs clients ou leurs prospects en situation de mobilité. Alors, je termine en 3 minutes avec 3 cas. Le premier, c'est le cas de Purina, qui est aux États-Unis, une marque de Nestlé pour, vous savez, c'est les produits pour les chiens et les chats. On a développé effectivement une application sur différentes plateformes. Et cette application, elle a connu un gros succès parce qu'on a une affinité toute particulière avec nos petites bêtes chiens et chats. On va pouvoir, dans ma vie au quotidien, dans la rue, trouver autour de moi les restaurants qui acceptent les chiens, les parcs où je vais pouvoir faire rencontrer une demoiselle à mon chien, les compagnies aériennes, etc. Je vais pouvoir partager tous mes moments de bonheur avec mon chien et chat en postant des photos sur Facebook. Ça, c'est une application qui n'a pas une vocation première commerciale, mais qui répond à un vrai usage et qui connaît un succès colossal aux États-Unis. Le deuxième exemple, c'est pour LG aux États-Unis et en France. Là aussi, je prenais l'exemple de la Fnac tout à l'heure, mais LG propose finalement, dans le cadre d'un site, la possibilité à ses prospects d'aller rechercher de l'information en boutique. Donc, je suis à la Fnac, je suis intéressé par une télévision LG. Il n'y a certainement pas l'ensemble de la gamme dans le rayon. Je vais pouvoir m'y intéresser, regarder les caractéristiques et je vais pouvoir surtout avoir l'avis des internautes. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire à la maison. Là, dans l'instant, je vais pouvoir savoir ce qu'en pensent les personnes qui ont déjà acheté ce modèle. Je pense qu'on n'a pas forcément plus le temps pour regarder la vidéo. Et l'autre exemple, c'est un exemple un petit peu plus événementiel pour Nissan, qui a lancé il y a 6 mois la Nissan Juke, qui est un nouveau crossover. Et l'idée ici a été de relier la réalité augmentée avec ce qu'on appelle le light painting, la possibilité de dessiner dans la nuit. Cette application vous permet, avec une sorte de petit Photoshop, de faire des jolis dessins, mais de le relier au monde réel. Donc à côté ici, devant l'Élysée, je vais pouvoir mettre des oreilles à l'Élysée et le poster physiquement dans la rue. Et les personnes qui ont l'application comme moi, en passant dans la rue, vont pouvoir regarder le dessin que j'ai virtuellement et physiquement posté devant l'Élysée. Et une application qui a connu aussi un gros succès, parce que finalement, dans toutes les grandes villes de France, les villes se sont transformées en une sorte de galerie d'images et d'œuvres pour que tout un chacun puisse partager ses dessins. Merci beaucoup pour cette belle présentation qui nous projette vraiment sur les tendances mobiles. Le mobile a été vraiment un des sujets de la journée et donc c'était vraiment très intéressant de finir sur cette partie-là. Gilles, en quelques mots, ton action au CNN, tes projets sur 2012. Alors, je n'annoncerai pas ce soir que je me présente à la présidentielle. Oh, c'est dommage. Okay. J'attends un peu. Le CNN fera une conférence de presse, je crois, le 27 matin, pour revenir sur les 6 premiers mois du CNN. Donc, je le rappelle en quelques mots, il a été fondé par la volonté du président de la République. Il a été établi le 27 avril de cette année et il est composé de 16 membres qui sont pour la quasi-totalité des gens issus du monde de l'Internet, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Voilà, la vocation, l'intention du président lorsqu'il a créé le CNN, c'était de faire en sorte qu'il dispose d'un organe qui soit là pour conseiller le président et l'ensemble du gouvernement, évidemment, sur finalement ce qu'il est nécessaire de faire pour faire en sorte que le numérique se développe et la société dans son ensemble bénéficie finalement du numérique. Donc on a 3 types d'actions, j'ai coutume de simplifier ça en disant que c'est s'occuper de traiter les lois qui nous sont soumises, ce qu'on fait à fréquence redoublée ces derniers temps, s'attacher à développer des grandes causes qui nous semblent essentielles pour l'intérêt public, pour la nation française. Et puis, ça c'est quelque chose qui devient
je dirais, assez important, faire de l'éducation, c'est-à-dire avoir un travail pédagogique à l'endroit des élus, que ce soit des élus locaux ou des gens qui sont rattachés au gouvernement et ses agences. Voilà, donc c'est en gros les missions du CNN. Et en termes de perspective, en termes d'action sur les prochains mois, sans déflorer la conférence de presse, quelle thématique avant de conclure, vas-y. Ouais, alors on s'est emparé de 3 thématiques et on va continuer à les développer pour l'instant, qui sont l'open data. La France est en retard dans ce domaine. C'est un outil de transformation de la société, de réforme de l'État, de renforcement de la participation démocratique qui est important. Donc il nous semble qu'il était insuffisamment compris en France, et donc on s'attache à mettre en valeur les meilleures pratiques et le favoriser. Le deuxième sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est la notion de compétitivité. On a découvert en France qu'il y avait 700 000 emplois qui avaient été créés grâce au numérique, et c'est devenu un petit peu comme une surprise pour l'ensemble finalement des décideurs de voir que de façon très informelle, sans une politique publique coordonnée, on arrive à avoir autant d'emplois. Moi je le dis toujours, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire économique de la France. C'est-à-dire que même si vous prenez l'automobile dans les années 60, en 12 ans, elle n'a pas créé 700 000 emplois. Donc on bénéficie à cet égard d'une extraordinaire opportunité, parce que moi je pense qu'on devrait être dans les 2 ou 3 grands pays du numérique, parce qu'on bénéficie de grands atouts, à commencer par notre excellence en mathématiques. Les mathématiques sont partout dans le numérique. On a aussi un très très bon niveau de formation supérieure. Donc avec 3,6 points du PIB réalisés dans le numérique versus 5 points pour la moyenne de l'OCDE, on a du boulot. Et puis dernière chose, l'éducation, l'e-éducation. Je vous rappelle que dans les scores PISA, on est exécrable, on est vraiment mauvais. On a 17% des enfants qui sortent de l'école primaire sans savoir lire et écrire. Or, il est démontré que les initiatives dans le domaine de l'e-éducation, lorsqu'elles sont bien menées, ont une performance extraordinaire. Donc, dans un domaine où l'État est particulièrement contraint, le budget de l'enseignement nous coûte 60 milliards, et vous connaissez les débats comme moi concernant son augmentation ou pas, ou simplement son maintien, eh bien, il est dommage de ne pas investir massivement dans l'éducation, parce que les montants sont absolument marginaux par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le domaine de l'éducation. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour ce panel qui nous dresse vraiment les lignes de 2012. Merci à vous. Merci.